Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur un narratif particulier qui va être la notion de gaming. Alors, pour expliquer un petit peu la notion de narratif, c'est ce qui risque de prendre le pas sur le prochain bull run, ou en tout cas ce qui va drainer les liquidités du marché, et qui va être en fait l'axe technologique dans lequel ça risque de se développer. On n'a jamais un seul narratif, mais on va en avoir plusieurs. Par exemple, sur le dernier bull run, on avait eu la DeFi, donc la finance décentralisée, et ensuite on avait eu les NFT, donc les non-fungible tokens, qui avaient pris le pas. Et là, je vais vous parler d'un des prochains paradigmes qui risque d'arriver, ce n'est pas défini, mais c'est une des possibilités qui se présente. Donc on va parler du gaming dans la blockchain et dans le Web3, pour bien comprendre tout ça. Donc je vais le diviser en plusieurs parties. La première partie où je vais vous expliquer pourquoi la blockchain et le Web3 convient beaucoup au gaming. Ensuite, on va aller voir directement pourquoi le gaming est important aussi pour la blockchain. C'est vraiment une relation très forte entre les deux. Et ensuite, on va aller dans les dérives et comprendre quels sont les projets qui pourraient être intéressants. Tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, on va commencer tout simplement pourquoi le Web3 est intéressant dans le gaming. Tout simplement, on va parler de la notion de NFT. C'est les NFT qui ont aidé et qui aident vraiment le portage de la blockchain, de la technologie du Web3 pour le gaming. Alors, on va me dire que les tokens aussi, oui, les tokens aident dans la notion de transaction, mais ça reste quand même minime par rapport à ce qu'apportent réellement les NFT. Alors, pour rappel, les NFT, c'est quoi? C'est un rond dans lequel on fait rentrer n'importe quoi et qu'on peut échanger directement. Ce rond est unique, c'est-à-dire qu'il va être uniquement d'une couleur spécifique et ne peut pas être différé, ne peut pas être changé. On sait que ce NFT-là sera vert et il n'y en aura aucun autre qui sera vert de ce style-là. Et dans cette sphère, on met absolument ce que l'on veut. Par exemple, regardez-moi ces talents de dessinateur, je pense que vous avez reconnu tout de suite une énorme épée, bien évidemment, donc on va mettre une épée par exemple dans un NFT qui est la représentation de l'objet que l'on a drop, par exemple dans un ARPG ou dans un RPG classique, et cet item-là va être dans une forme de NFT qui va être ensuite utilisable par le joueur directement, ou pourquoi pas, mis en place dans un marketplace, d'accord? Donc dans lequel on va pouvoir le vendre, le louer, le prêter, ou même, pourquoi pas, utiliser des systèmes de fusion pour pouvoir le faire évoluer et le faire changer en un nouvel NFT qui ne sera plus vert, mais qui sera peut-être rouge, avec une valeur différente, et quelque chose de très fort. Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, ok, mais en fait, ça se fait déjà, on est d'accord. C'est-à-dire que quand on utilise dans un RPG classique, ou dans n'importe quel jeu qui existe, on a un système d'évolution, un système de compétences qui évolue, on peut le mettre sur le marketplace, et les gens peuvent l'acheter. Ok, oui, je suis d'accord. La seule chose, c'est que tout ça, à l'heure actuelle, c'est stocké dans un seul et unique serveur, qui est le serveur, par exemple, on va dire, de Blizzard, d'accord, pour ne pas sauter par les deux, à savoir que, pour rappel, pour les plus anciens, si je vous dis le lancement de Diablo 3, je pense que ça va vous faire penser à quelque chose de très fort, qui était leur marketplace, dans lequel on pouvait acheter des objets pour des euros, d'accord, contre des euros, et dans lequel on n'avait aucun pouvoir de garder cet objet-là. Si le jeu était supprimé, si le marketplace était supprimé, on perdait absolument tout ça, et c'était très compliqué. Tout ça, en fait, on le supprime avec la notion de blockchain, et on va même encore plus loin. On va même encore plus loin, parce que ce NFT-là, que j'ai récupéré, peut-être qu'il vient du jeu A, et je peux l'utiliser dans un jeu B. Donc ça peut être quelque chose qui est interopérable entre les différents jeux, à partir du moment où ils utilisent soit une même blockchain, ou soit ils utilisent un même protocole qui s'occupe de faire la transaction entre les deux. Donc à partir du moment où on a tout ça, on a cet éclatement. Donc le gros avantage, si je dois vraiment symboliser, de la blockchain, c'est que on peut transférer des assets numériques d'une personne à l'autre, d'un jeu à l'autre, et le joueur détient réellement le bien numérique, d'accord? C'est vraiment la notion de possession qui est remis au goût du jour, et qui est remis en valeur, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des marketplaces qui sont secondaires, externalisés, donc c'est quelque chose qui est très fort, et c'est ce qui permet justement d'avoir cette notion de décentralisation de l'information, et de rendre l'objet unique, non plus
dans un écosystème qui est le jeu dans lequel il a été créé, mais dans l'ensemble de l'univers du joueur dans lequel il peut l'utiliser, le louer, le faire prêter, ou pourquoi pas le détruire dans un autre jeu pour pouvoir gagner un nouvel item, etc. Il y a en fait une interopérabilité, il y a une véritable volonté d'utiliser l'objet, en tout cas les objets, les compétences, enfin, tout peut être sous forme de NFT, hein, tout peut être transformé de cette façon-là en asset digital, et c'est vraiment cette optique-là, et c'est la valeur ajoutée qu'apporte la blockchain et qu'aucune autre technologie n'apportait jusque-là, et c'est vraiment quelque chose qui commence à transformer vraiment les jeux vidéo, et c'est pas pour rien qu'on voit des grands noms comme par exemple PlayStation, qui commencent justement à se poser la question de comment ils vont pouvoir intégrer ça, et qui commencent à déposer des brevets de gestion de ça. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour moi quelque chose qui est un début de ce qu'on appelle une révolution dans l'univers du jeu, d'accord, vraiment dans l'univers du gaming. Pour moi, ça fait partie de la notion de révolution qu'on va avoir. C'est un outil vraiment très fort qui alimente et qui permet d'étendre totalement ce qu'on a déjà commencé à voir avec la notion de cosmétique, la notion de lootbox, la notion de drop sur des items, la notion qui a commencé très bien fait CSGO avec Steam sur les skins d'objets. On est vraiment dans ça, on est vraiment dans l'éclatement de cette bulle-là, avec justement quelque chose qui redonne la possession directement aux utilisateurs. Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Bah déjà, tout simplement, la notion de NFT, elle n'est pas si vieille que ça, hein. Je vous rappelle qu'elle a que quelques années, et surtout, il y avait la notion de tech, c'est-à-dire que la techno n'était pas suffisante pour apporter la notion de scalabilité. D'accord ? La notion de scalabilité et de coût est vraiment très très importante. La notion aussi de wallet, d'accord ? Le fait de pouvoir posséder des objets, ça sous-entend les poser quelque part. Et là, actuellement, on est beaucoup trop dans une forme de Web3, ça commence à évoluer, on n'est pas... Enfin voilà, il y a certains systèmes qui permettent d'éviter de devoir retenir les phrases mnémoniques d'un wallet, qu'on ne soit pas obligé de signer des transactions à chaque fois. Voilà, pour moi, il faut vraiment rentrer dans cette dynamique-là et comprendre que on est en train de faire évoluer ça. C'est en cours, ce n'est pas encore fini. On a des trucs qui arrivent avec les ZK Rollup qui sont vraiment sympas. On a des trucs comme IMX, je vais en reparler tout à l'heure, qui sont vraiment sympas aussi, qui permettent de donner de la tech et de mettre à disposition de la tech pour assez peu, en fait, en termes d'investissement pur pour un studio. Donc on est vraiment dans des choses qui sont structurellement relativement fortes et qui permettent de pouvoir développer des assets digitaux très facilement. Alors, là, on a terminé sur cette partie qui est pourquoi la blockchain vraiment apporte beaucoup au gaming. Maintenant, la question, elle est pourquoi le gaming apporte au Web3 ? Pourquoi le gaming transforme ce qu'on est en train de voir et pourrait être justement l'élément essentiel pour la notion de mass adoption. Alors ça, je pense que si vous me suivez, vous avez déjà entendu ce terme-là, mass adoption, et je pense que vous l'entendrez régulièrement, c'est le moment où on passe de 5% d'utilisateurs de la crypto à 15%, d'accord ? Et là-dessus, ça ira très très vite, ça accélérera, ça fera voilà, on va refaire bien comme ça. Hop, bon, j'arrive pas à le faire, on va le refaire bien, on est reparti. Hop, accélération, et après stabilisation. Là, nous sommes ici. La mass adoption, c'est toute cette partie-là. C'est le partir du moment où on fait les 15%, et ensuite on remonte directement à plus de 50%, dans lequel après on va avoir une longue montée, doucement, régulière. Et le gaming va nous aider à faire ça, et en tout cas, c'est l'idée que j'en ai, c'est la représentation que j'en ai par rapport à ça, parce que pour moi, le gaming, ça représente un pool d'utilisateurs qui est juste impressionnant et qui représente des utilisateurs qui sont avertis à la technologie, d'accord, qui sont déjà proches de la crypto, en tout cas qui ont une connaissance, qui ont déjà entendu parler, qui n'ont pas forcément de crypto, mais à partir du moment où on va intégrer justement le Web3 dans cette communauté-là, ben c'est une communauté qui va directement basculer au fur et à mesure vers la notion de crypto, et c'est là où on va voir vraiment un véritable avantage. Donc pour moi, c'est cette transformation qui va être essentielle, parce que ça va être le début réellement de la mass adoption par justement les gamers qui eux-mêmes vont après utiliser la crypto dans la vie de tous les jours. Pour moi, on en est encore loin. Alors là-dessus, on est encore loin et on va discuter un petit peu de ce qui existe et de ce qui doit être fait, parce que c'est un élément essentiel, et à partir du moment où on aura la tech qui permettra de toucher réellement
les gamers, on aura la notion de mass adoption qui se mettra en branle petit à petit. Pour moi, c'est un des vecteurs, c'est la notion de use case qui arrive, et le gaming, pour moi, est un des meilleurs moyens de toucher le plus de monde en termes de use case sur l'utilisation de la technologie de la blockchain et du Web3 en cours. Par contre, actuellement, on a deux types de jeux. On a les play to earn, d'accord ? On a les play to earn qui sont en fait un moyen de gagner de l'argent en jouant, qui a été la première utilisation du gaming, enfin de la crypto dans le gaming que je vais aborder, et ensuite on a les jeux de collection. Les jeux de collection dans lesquels on va avoir tout simplement des cartes à collectionner dans lesquelles on va les utiliser. Celui qui est le plus connu à l'heure actuelle, c'est Sorare, qui fait justement de la connexion dans le foot, qui fait penser un petit peu à Panini. Et ensuite on a Ovalie qui est l'équivalent de Sorare, mais pour le rugby, c'est-à-dire que c'est un jeu de simulation de rugby avec des cartes à les collectionner, et d'ailleurs, c'est le sponsor de cette vidéo. On va faire un petit focus sur Ovalie, où on voit que Ovalie, donc, est bien un jeu de fantasy de rugby dans lequel ils ont énormément de licences. On se retrouve avec plus de 3500 players accessibles, donc cartes, qui sont disponibles, 42 clubs, 3 ligues effectives dans lesquelles on peut collectionner les cartes, et en fonction des collections que l'on effectue et des cartes que l'on a, on rentre directement avec des statistiques, et on rentre dans une forme de PVP directement avec nos cartes contre les cartes des autres, et on gagne de l'argent directement, en tout cas du token, et des cartes et des booster cartes avec justement les rewards si jamais on gagne les compétitions et les différents matchs. Donc c'est vraiment un système qui est tourné vers la collection et en même temps le jeu sous une forme de free-to-play, d'accord ? C'est le principe même dans lequel c'est gratuit de jouer, mais par contre, derrière, on va gagner une forme d'argent, donc cette notion de play to earn, sauf que cette notion de collectible, elle est légèrement différente. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, ce que l'on voit le plus, c'est la notion de play to earn. Play to earn dans lequel on va acheter des assets, d'accord ? On va placer ces assets, en soi-disant stacking, c'est plus ou moins présenté autrement. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que par exemple, vous va acheter une planète, donc un asset, dans lequel on va justement déployer des unités, d'accord, qui est une forme de stacking, dans lequel la planète en elle-même va gagner de l'argent ou en fait la monnaie du jeu, que l'on va pouvoir réinvestir dans un nouvel asset, et ainsi de suite, ou vendre par exemple sur une marketplace ou autre. D'accord ? Donc là-dessus, c'est des choses qui sont très simples, dans lesquelles on a justement eu cette vague de play to earn, où ça a fleuri, il y en avait des centaines peut-être pas des centaines, mais il y en avait bien 30-40 qui arrivaient régulièrement, et qui nous apportaient toujours la même expérience. Globalement, c'était horrible à jouer, d'accord ? Horrible à jouer, dans lequel là-dessus on n'avait aucun intérêt réellement à jouer, à part la notion de gagner les rewards de stacking et de la notion de earning, donc vraiment de earn dans la notion de play, d'accord, la notion de play n'existait pas, il y avait juste la notion de earn, et cette vague-là a vraiment démotivé un peu, à casser cette notion, cette dynamique de valorisation de la crypto-monnaie et de la blockchain dans le gaming, et chose qui est en train d'arriver pour moi petit à petit avec différents acteurs qui sont en train de construire. Donc on a vraiment à côté deux choses dans lesquelles on a une véritable utilité, dans lesquelles on voit par exemple des jeux comme Sorare ou Ovalie, où on a des cartes qui ont un but, qui ont une notion de simulation, où le gameplay est intéressant, dans lequel on a vraiment un jeu de cartes structuré autour d'un univers précis avec des licences effectives. Et à côté, on avait des jeux qui servaient pas grand-chose. Ensuite, on a d'autres jeux qui sont en train d'arriver. On a Illuvium, ça, je pense que si vous connaissez déjà depuis un certain temps, j'en ai déjà parlé. On a Illuvium qui est aussi un jeu dans lequel on va avoir des collectibles, mais un jeu de stratégie qui va être basé sur les monstres que l'on possède, et en tout cas les personnages que l'on possède. On va avoir Cross the Edges, donc qui est d'ailleurs développé en France par une société qui est basée à Marseille, si j'ai pas de bêtises, qui a fait beaucoup parler de lui, qui a pour une vocation très très grande, hein. Là actuellement c'est un jeu de cartes un peu à la Magic, entre guillemets, plus simplifié, dans lequel on a tout un univers, un lore très très développé qui est en train de se faire, avec derrière ils veulent faire quoi ? Ils veulent faire un RPG et d'autres jeux, donc c'est quelque chose qui grossit assez vite, il y a eu une grosse levée de fonds, on a quand même des gros jeux qui sont en train de se faire. Et à côté, qu'est-ce que l'on a ? À côté, on se retrouve avec des sociétés comme PlayStation,
qui globalement déposent des brevets, on a des grosses sociétés, des gros éditeurs de jeux qui commencent à se positionner, dans lequel on retrouve vraiment un début de travail, de réflexion autour de la notion de NFT dans le jeu vidéo, mais on est encore très loin de ce qui devrait être effectué. Donc pour moi, on a encore du chemin à voir, et à côté, on a des éléments de structure, donc c'est-à-dire des protocoles comme Immutable X, donc IMX, qui permet justement d'utiliser les NFT facilement dans une notion de jeu, avec une forme d'onboarding très simple et très fluide. Donc c'est-à-dire que si on n'est pas du monde du Web3, on peut passer par IMX pour l'intégrer entièrement. On va avoir des possibilités décentralisées comme UOS, qui va permettre potentiellement de pouvoir avoir une infrastructure de développement et de promotion pour déployer son jeu, mais UOS, il faut faire attention parce que c'est quand même très brandé Web3, alors que nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit vraiment mainstream. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui touche les joueurs existants. Donc sous-entendu, les gros promoteurs de jeux dessus, donc PlayStation, donc les gros supports qui vont permettre de faciliter, à partir du moment où eux, ils ont une technologie qui est mise à disposition, tous les éditeurs qui vont développer sur des jeux qui sont sur une infrastructure PlayStation vont pouvoir utiliser cette technologie-là, donc il va falloir surveiller ça, parce que pour moi, c'est des choses qui ne sont pas encore sorties, et on va avoir, je pense, des belles surprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense vraiment qu'il faut considérer le gaming comme étant la façon la plus simple d'onboarder un maximum de personnes dans le Web3, dans la crypto. Et est-ce que ça va être effectué avec les éléments actuels ? Peut-être, mais pas sûr. Je pense très fortement qu'on aura des nouveaux projets qui vont arriver, qui sont tapis dans l'ombre, et qui vont ressortir à partir du moment où on se retrouvera dans une forme de bull run, et on aura une accessibilité justement à la technologie du Web3. L'autre chose qu'on va retrouver, c'est il faut bien comprendre que la valeur réelle d'un projet va s'apporter sur la notion d'accessibilité. D'accord ? Il doit être accessible. Et il doit être simple. C'est très important. S'il n'est pas accessible, s'il n'est pas simple, il n'arrivera pas à avoir suffisamment de joueurs hors du Web3, parce que ce que l'on veut, c'est l'onboarding, c'est le fait d'embarquer des nouveaux joueurs dans notre écosystème, dans le Web3, dans la crypto-monnaie, et c'est là où en fait la mass adoption se passera.